est sculpteur. Évidemment, il sait dessiner, il est dessinateur, il est musicien, mais il est aussi architecte. Nous conservons des dessins d'architecture de Bartholdi. C'est lui-même qui, évidemment, conçoit, mais dessine les piédestaux, même souvent des piédestaux très complexes, destinés à ces monuments. C'est un artiste complet. Il écrit, il a même, mais c'est vraiment tout à fait anecdotique, il a même écrit une pièce de théâtre. Bon, alors, il était encore assez jeune, mais on en conserve le manuscrit. Il ne s'est pas mis au roman, mais somme toute, il aurait pu s'y mettre également. Bien entendu, il est trilingue, il parle couramment français, il parle allemand, il parle anglais. C'est un homme travailleur et très instruit. Après l'avènement de Napoléon III au début du Second Empire, effectivement, on veut rendre un hommage à la fois au régime, à l'Empire, et à la fois à l'un des enfants de Colmar qu'on estimait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire le général Rapp, qui était évidemment très célèbre. Et donc, c'est sur lui que s'est porté le choix de la municipalité pour ériger une première statue sur ce qui allait devenir la place Rapp. Il y a eu évidemment une recherche d'artistes et Bartholdi, ayant été recommandé à ce moment-là, a présenté un projet qui d'emblée a séduit tout le monde. C'est sa première œuvre publique, c'est son premier coup d'éclat et c'est une réussite magnifique, ce général Rapp. Effectivement, voilà un jeune homme, il conçoit cette statue l'année même où il passe son bac. Donc un néophyte qui n'est absolument pas connu et qui réussit, grâce à sa témérité, parce qu'il n'a pas hésité à aller rencontrer à Paris les personnes influentes qu'il fallait pour que son projet soit retenu, et qui réussit son pari, c'est-à-dire à créer une œuvre absolument originale, puisque, à l'époque, la représentation de militaires, ou de ce qu'on appelle les figures illustres, répondait à des canons auxquels Bartholdi ne se conforme pas du tout, puisque son général Rapp a un mouvement qu'à l'époque, fort peu de statues possèdent. C'est la ville de Colmar qui, en France, possède le plus grand nombre d'œuvres en place publique de Bartholdi. Il a vraiment soigné sa ville natale. Et en plus, ses œuvres sont disséminées dans la vieille ville historique, ce qui ajoute encore à l'agrément de la visite de ses œuvres, puisqu'en allant de l'une à l'autre, on traverse effectivement les plus beaux quartiers anciens de Colmar. C'est tout à fait un enchantement. C'est quelqu'un qui est quasiment là toute sa vie, qui est autour de Colmar, qui n'est pas loin de Colmar, même s'il habite à Paris. Ses premières grandes œuvres, même quand il est jeune artiste parisien, c'est à Colmar qu'il les fait. Et puis, c'est par la suite quelqu'un qui vient à Colmar et qui continue à faire des œuvres d'art pour Colmar et jusqu'au soir de sa vie. Ensuite, vont intervenir deux moments importants qui vont orienter sa vie. C'est son premier voyage en Égypte en 1855-56 avec des amis peintres orientalistes où il aura la révélation de l'art monumental antique. Et c'est là vraiment, je pense, qu'il va décider de se consacrer à un art non pas, j'allais dire, où l'esthétisme ne prime pas. L'art doit d'abord être un véhicule de grandes idées. Ces idées, les siennes, bien sûr, les idées humanistes du temps, mais l'art doit d'abord être un véhicule d'idées généreuses et être le reflet du génie d'un peuple. Il se promène
absolument pas dans un but artistique sculpteur, parce qu'en fin de compte de ce voyage en Égypte ne résultera aucune sculpture importante. En revanche, il va énormément dessiner. Il va prendre des photographies, et d'ailleurs les photographies qu'il réalise au Yémen sont les plus anciennes photographies de ce pays que nous possédions. On n'a pas de documents antérieurs photographiés en tout cas, qui vont lui servir plus tard de motif à quelques tableaux qu'il présentera au salon. Il était bon photographe. Bon, Bartholdi s'est très tôt intéressé à la photographie aussi, puisque les images qu'il a réalisées en Égypte font partie de ce qu'on appelle les primitifs de la photographie, les 15-20 premières années. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ces images qu'il a rapportées d'Égypte montrent manifestement qu'il avait une formation artistique, c'est-à-dire que ce sont des cadrages, des images composées, des équilibres de masse. Enfin, on sent une fibre artistique dans la composition de ces photographies. On sait qu'il a fait quelques essais à Paris notamment et à Colmar. Et c'est certainement parmi les plus anciennes photographies sur papier de Colmar. 1853-54, il a photographié dans son jardin sa mère sur un banc, peut-être son frère dans une barque. Des choses comme ça très simples pour acquérir la technique en fait. C'était quelqu'un qui militait effectivement, c'est peut-être une expression moderne, mais pour lui il était vrai, pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et lorsqu'il a appris que l'Alsace était menacée d'invasion, il s'est enrôlé d'abord dans la garde nationale de Paris, dont il est devenu commandant, chef de bataillon. Et il a demandé donc un congé spécial pour se rendre à Colmar, sa ville natale, et il contribuait à organiser la résistance, ce qu'il a fait. Malheureusement, on connaît la suite. L'invasion était déferlante et personne n'a pu arrêter. Il y a eu quelques combats, pont de Horbourg, il y a eu des morts, notamment le colmarien Voulminot, auquel il dédiera ce magnifique monument funéraire qui se trouve au cimetière de Colmar. Et donc, il reviendra sur Paris et là, il va effectivement se mettre au service des volontaires de Garibaldi. Ça va l'amener à réaliser toute une série de monuments, dont le célèbre Lion de Belfort. Et bien sûr, le troisième grande étape, c'est la grande œuvre de sa vie, c'est la réalisation de la Statue de la Liberté éclairant le monde. La genèse de la Statue de la Liberté reste assez mystérieuse, d'autant plus qu'il faut absolument rapprocher la Statue de la Liberté du projet de phare pour Suez, qui de toute façon est antérieur. Mais alors comment faire le lien ? Et il a donc imaginé de réaliser à l'une des entrées du canal de Suez, à Ismaïlia, une statue gigantesque qui serait une espèce de réminiscence du colosse de Rhodes, qui serait donc un phare à l'antique, comme l'était le phare d'Alexandrie qui a disparu, surmonté donc d'un colosse qui serait une femme, qui symboliserait l'Égypte en habit traditionnel et qui brandirait dans une main une vasque où brûlerait le feu éclairant les navires. Voilà ce qu'il avait imaginé et on ressent bien après coup bien sûr que c'est là la première vision de ce qui allait donner la liberté éclairant le monde, bien que à l'époque c'était une création bien spécifique et différente de ce qui allait donner la liberté. Il s'agissait de créer un monument commémoratif de l'amitié franco-américaine qui remontait à 1776, à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, acquise grâce
à l'aide militaire française de Lafayette, de Rochambeau, etc. Et un monument, donc, et c'était l'idée de Bartholdi, qui symboliserait la liberté née de cette alliance entre la France et les États-Unis, la liberté rayonnant, éclairant sur le monde entier. C'est vrai que beaucoup de gens qui connaissaient Bartholdi regrettaient qu'il n'y ait pas un clin d'œil à son œuvre la plus célèbre à Colmar. Bien sûr, on a beaucoup de monuments de lui, on a sa statue à lui aussi, qui est près du château d'eau, mais on n'a pas de réplique, on n'a pas de clin d'œil qui rappelle son œuvre quand même qui est la plus célèbre du monde. Cette idée est née surtout lorsque j'étais en déplacement, principalement Paris. On parlait d'Auguste Bartholdi et personne ne savait qu'il était natif de Colmar. Donc je me disais, un jour ou l'autre, il faudrait trouver une idée, un projet qui puisse rappeler ses origines. Bartholdi, c'est une autre dimension. Et quand on ramène ça il y a un peu plus de 120 ans, ça force l'admiration, parce que c'est des aventures totalement extraordinaires. Quand on sait que la reproduction qu'on vient de finir fait 12 mètres, ce qui est la deuxième plus grande du monde, celle de New York est 4 fois plus grande en taille. 4 fois en taille, c'est-à-dire 70 fois plus grande en volume. C'est énorme. Je l'ai surtout vu en réalité lorsque j'ai fait le déplacement à Princeton en tant que maire. Et j'étais ébloui. C'est plus qu'impressionnant. Se dégage de cette statue de la liberté, d'abord l'humanisme qui était celui d'Auguste Bartholdi, mais c'est également la lumière. C'est un symbole fort, c'est un symbole qui s'est étendu évidemment dans tous les coins, je dirais aux 4 coins de l'univers, et en même temps, ce qui nous paraît intéressant, c'est de se dire que cette liberté éclairant le monde, et je dis bien le monde, hein, pas seulement une partie du monde, c'est que ça part quand même de notre ville. Et là, j'ai pas envie de dire de notre petite ville, mais de notre ville de Colmar. Et ça, c'est passionnant. Par rapport à l'original, c'est le même concept. C'est-à-dire effectivement, c'est une armature acier, une charpente pylône qu'Eiffel avait conçue pour la liberté originale. Et on a repris le même concept, il y a un pylône. Et sur ce pylône est accrochée une peau. Bon, cette peau, au lieu d'être en cuivre, comme l'original de New York, est ici en polyester. Alors, on a procédé totalement à l'ancienne. Je pense que si Bartholdi nous avait connus à son époque, puisque c'est un appareil qui date de Rodin, donc il aurait pu s'en servir. On a fait un moulage sur l'œuvre originale au musée de Colmar. Ce moulage, ensuite, nous l'avons agrandi en 3 mètres. Et de la partie de 3 mètres au toucher, nous avons fait un agrandissement à 12 mètres. Alors, nous avons utilisé un pantographe des sculpteurs, qui est un appareil qui agrandit dans l'espace en 3 dimensions. C'est un peu le même principe que les petits pantographes à dessin qu'ont les enfants. La différence, c'est qu'il agrandit dans l'espace. Au niveau de ma carrière, c'est quand même pour l'instant, c'est la plus grande sculpture que j'ai réalisée. La célébrité de Bartholdi, ce n'est pas un mythe. Lorsqu'en 1904, Bartholdi décède, la presse mondiale souligne la mort de Bartholdi. C'est la sculpture la plus emblématique qui puisse exister au monde, donc indéniablement, c'est le témoignage universel que Bartholdi a laissé. Je crois qu'il était, avant même d'être un artiste, c'était quelqu'un qui voulait défendre des idées et les faire passer parmi ses contemporains. Mais il savait sculpter, donc c'est par l'art statuaire qu'il a fait passer ses idées.